L'année 858 marque un tournant dans l'histoire des expéditions vikings. Björn Ragnarsson, qu'on appellera bientôt Côte de Fer, rassemble une flotte de 62 navires sur la Loire. Son objectif est clair, frapper là où aucun viking n'a jamais osé aller en force. La Méditerranée, cette mer légendaire qui baigne les côtes de l'Empire romain d'autrefois, va découvrir ce que signifie affronter les guerriers du Nord. Björn n'est pas n'importe qui. Fils de Ragnar Lodbrok, le plus célèbre chef viking de son temps, il a grandi dans l'ombre d'un père dont les exploits résonnent de la Scandinavie jusqu'en Angleterre. Mais porter un tel nom pèse lourd. Ses frères, Ivar le Désossé, Halfdan, Sigurd Houil de Serpent, ont tous leur propre renommée. Björn doit prouver qu'il n'est pas juste le fils de Ragnar, mais un chef capable de mener sa propre saga. Son surnom, il l'a gagné au combat quelques années plus tôt. Lors d'une bataille contre le roi suédois Sörle, Björn a combattu avec une férocité qui a marqué les esprits. Les légendes racontent qu'il n'a pas versé une seule goutte de sang ce jour-là, comme si ses côtes étaient une faite de fer. Ses ennemis ont vu leurs armes glisser sur lui sans le blesser. La réalité est probablement moins miraculeuse. Une armure de qualité, de l'expérience au combat, peut-être aussi une bonne dose de chance, mais le surnom est resté. Björn Côte de Fer, un nom qui inspire la terreur. Pour cette expédition vers la Méditerranée, Björn s'associe avec Hasting, un autre chef viking dont la réputation n'est plus à faire. Hasting a déjà remonté la Seine à plusieurs reprises, pillé des dizaines de villes franques et survécu à des situations où d'autres auraient péri. Ensemble, ils forment un duo redoutable. Björn apporte la force et la détermination des Ragnarsson, Hasting apporte l'expérience et la ruse d'un guerrier vieillissant qui a vu plus de batailles que la plupart n'en verront jamais. En 859, la flotte quitte la Loire et met le cap vers le sud. Les côtes bretonnes défilent, puis celles d'Aquitaine. Les Vikings longent le Portugal, cherchant des opportunités de raid, mais les défenses côtières sont solides. Les royaumes chrétiens ont appris à se méfier des dracars nordiques. Les tours de guet signalent leur passage, les garnisons se préparent. Björn et Hasting ne s'attardent pas. Leur objectif est plus ambitieux. Le détroit de Gibraltar se dresse devant eux comme une porte vers un autre monde. Les Vikings connaissent cet endroit sous le nom de Njörvasund. Pour eux, franchir ce détroit, c'est pénétrer dans les eaux contrôlées par les Maures, l'émirat de Cordoue qui règne sur la majeure partie de la péninsule ibérique. Les récits des marchands parlent des richesses incroyables qui se trouvent au-delà, mais aussi des flottes musulmanes qui patrouillent ces côtes avec une efficacité redoutable. La traversée du détroit marque le début des vrais ennuis. Les Vikings attaquent Algésiras, sur la côte sud de l'Espagne. La ville tombe rapidement et les guerriers du Nord mettent le feu à la mosquée principale, un acte qui résonne comme un défi lancé à tout l'émirat. Le chroniqueur arabe Ibn Idari note avec précision l'arrivée de ces majous, les adorateurs du feu, comme les musulmans appellent les païens du Nord, avec leurs 62 navires. Cap sur l'Afrique du Nord. La flotte viking frappe Nekor, sur la côte du Maroc actuel. Les habitants ne s'attendent pas à voir des dracars dans ces eaux. La surprise joue en faveur des Vikings, qui emportent un butin considérable et font des prisonniers, dont 2 princesses qui seront plus tard échangées contre une rançon. Les raids sur les îles Baléares suivent, ajoutant encore aux richesses accumulées dans les cales des navires. Mais la chance des Vikings commence à tourner. Les forces musulmanes ne restent pas passives. L'émir Mohamed a mobilisé sa flotte, et les patrouilles se multiplient le long des côtes. La confrontation est inévitable. Au large de Sidona, les navires vikings rencontrent la flotte de l'émirat. La bataille est violente et coûteuse. 2 dracars chargés de trésors sont capturés, une perte douloureuse qui rappelle à Björn et Hasting qu'ils ne sont plus dans les eaux familières du Nord. Ici, ils affrontent des marins expérimentés qui connaissent ces mers comme leur poche. La flotte remonte vers le nord et pénètre en Méditerranée occidentale. Les Vikings atteignent les côtes du sud de la France, territoire de l'Empire carolingien. Narbonne subit leurs assauts, puis Nîmes. Les villes tombent les unes après les autres. Mais l'automne avance, et avec lui arrive la nécessité de trouver un endroit pour passer l'hiver. Björn choisit la Camargue, cette île marécageuse dans le delta du Rhône. L'endroit offre des avantages stratégiques considérables.
des terres basses difficiles d'accès pour une armée terrestre, un accès direct à la mer pour les navires, et une position centrale qui permet de frapper dans toutes les directions. Les Vikings s'installent, fortifient leur camp et font de cette île leur base pour les mois à venir. Les Annales de Saint-Bertin, une chronique franque de l'époque, décrivent l'installation des Vikings. Les pirates de mer danois cinglèrent, longuement entre Espagne et Afrique, et pénétrèrent de force dans le Rhône. Après avoir ravagé plusieurs villes et monastères, ils s'installèrent dans l'île Camargue. L'hiver 859 à 860 est actif. Les Vikings ne restent pas inactifs dans leur camp. Ils remontent le Rhône et frappent Valence, mettant la ville à feu et à sang. Puis ils remontent l'Isère jusqu'à Romans, où ils détruisent la collégiale Saint-Barnard. Les raids sont méthodiques, ciblant les richesses des églises et des monastères. Les habitants de la vallée du Rhône vivent dans la terreur, ne sachant jamais où les Dracars vont frapper ensuite. Les forces carolingiennes tentent de riposter. Le comte Girard mobilise ses troupes et affronte les Vikings. Les combats sont âpres, mais Björn et Hasting parviennent à maintenir leur position en Camargue. Leur camp devient un point de ralliement, un havre où les guerriers peuvent se reposer, réparer leurs navires et planifier la suite de leur expédition. Au printemps 860, la flotte repart vers le sud et met le cap sur l'Italie. L'objectif est Rome, la cité éternelle, dont les richesses légendaires hantent les esprits des guerriers vikings. Pise tombe en premier, offrant un nouveau butin aux pillards nordiques. Mais c'est la ville de Luna, en Ligurie près de l'embouchure de la rivière Magra, qui va entrer dans la légende viking. Une erreur fatale se produit. Les Vikings croient que Luna est Rome. La ville, située sur la côte non loin de Pise, possède des fortifications impressionnantes et des bâtiments qui pourraient correspondre à l'idée que se font les guerriers du nord de la grande capitale romaine. Cette confusion n'est pas si surprenante. Les Vikings naviguent dans des eaux inconnues, sans carte précise, se fiant aux descriptions des marchands et aux rumeurs. Pour des hommes qui viennent de Scandinavie, toutes les villes italiennes avec leurs murs de pierre et leurs églises peuvent sembler également imposantes. Björn et Hasting observent les murailles de Luna et réalisent rapidement qu'un assaut frontal serait suicidaire. Les défenses sont trop solides, les garnisons trop nombreuses. Il faut trouver un autre moyen. C'est alors que Hasting élabore l'une des ruses les plus audacieuses de l'histoire viking. Le plan est simple, mais nécessite un sang-froid exceptionnel. Hasting envoie des messagers à l'évêque Secardo de Luni. Ces émissaires annoncent que leur chef, gravement malade, est sur le point de mourir. Touché par la grâce divine, il s'est converti au christianisme sur son lit de mort. Son dernier souhait est d'être enterré en terre consacrée, dans l'église de la ville. C'est une demande humble, touchante, qui fait appel à la charité chrétienne. L'évêque Secardo, homme pieux et compatissant, accepte. Comment pourrait-il refuser à un mourant converti le sacrement d'une sépulture chrétienne? Les portes de Luna s'ouvrent pour laisser entrer un cortège funèbre. Quelques guerriers vikings désarmés portent un cercueil vers l'église. Les habitants de Luna observent la procession avec curiosité et sympathie. Ces terribles païens dont on parle tant ne sembleraient-ils pas finalement capables de toucher à la grâce? Le cercueil arrive dans la cathédrale. Les prêtres commencent les prières, et soudain, le couvercle du cercueil s'ouvre brutalement. Hasting en jaillit, armé, frais et vigoureux. Les guerriers vikings qui l'accompagnent sortent les armes qu'ils avaient dissimulées sous leurs robes. En quelques instants, l'évêque Secardo est tué, ainsi que les gardes présents dans l'église. Hasting et ses hommes se ruent vers les portes de la ville et les ouvrent. La horde viking déferle dans Luna. La ville est prise complètement par surprise. Les habitants n'ont aucune chance de s'organiser. Le massacre est brutal et rapide. Les Vikings pilent tout ce qu'ils trouvent, chargent leurs navires de trésors et laissent Luna en ruine. Une variante de la légende raconte que Hasting, réalisant après coup qu'il ne s'agissait pas de Rome, serait entré dans une rage folle. Toute cette ruse, tout ce sang versé, pour une ville qui n'était pas celle qu'il cherchait. L'histoire de la prise de Luna va inspirer les Vikings pendant des générations. Cette ruse du cercueil deviendra un motif récurrent dans les sagas nordiques. Des décennies plus tard, on racontera que Harald Hardrada, roi de Norvège, utilisa la même technique pour prendre une ville en Sicile. Que l'histoire soit vraie ou embellie par la légende importe peu.
Ce qui compte, c'est qu'elle illustre parfaitement l'intelligence tactique des chefs vikings, leur capacité à adapter leurs méthodes face à des ennemis supérieurs en nombre ou en fortification. Après Luna, la flotte viking continue son périple le long des côtes italiennes. D'autres villes sont pillées, d'autres monastères saccagés. Mais la chance qui a porté Björn et Hasting jusqu'ici commence à les abandonner. La Méditerranée, cette mer apparemment calme et bleue, cache des dangers mortels pour ceux qui ne la connaissent pas. Une tempête frappe la flotte. Les dracars vikings, conçus pour les mers agitées de l'Atlantique Nord, sont néanmoins vulnérables face aux violentes tempêtes méditerranéennes qui peuvent se lever avec une rapidité déconcertante. Les navires sont dispersés, certains coulent avec tout leur équipage et leurs trésors. Lorsque les vents se calment et que les survivants peuvent faire le bilan, la réalité est accablante. Plus de 40 navires ont été perdus. Des centaines de guerriers ont trouvé la mort noyés, emportant avec eux une partie considérable du butin accumulé pendant des mois de raids. C'est un coup dur pour Björn. Sur les 62 navires qui ont quitté la Loire près d'1 an auparavant, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Les pertes humaines sont catastrophiques. Mais abandonner maintenant signifierait rentrer en Scandinavie en vaincu, avec peu de richesses à montrer pour justifier une expédition aussi ambitieuse. Hasting conseille de retourner vers les côtes ibériques, de se regrouper, de réorganiser ce qui reste de la flotte. Le voyage de retour se transforme en cauchemar. Les forces musulmanes, qui ont eu tout le temps nécessaire pour se préparer, attendent les Vikings. Au large des côtes espagnoles, la flotte de l'émir Mohammed intercepte les dracars affaiblis. La bataille navale est déséquilibrée. Les Vikings, épuisés, moins nombreux, leurs navires endommagés par la tempête, font face à une flotte fraîche et déterminée. 2 autres navires sont capturés, chargés des derniers trésors de l'expédition. Björn doit prendre une décision déchirante. Continuer à combattre signifierait probablement la perte de toute la flotte. Il ordonne la retraite. Les dracars restants se dispersent, cherchant à échapper aux patrouilles musulmanes. Certains longent prudemment la côte nord de l'Espagne, d'autres tentent de traverser directement vers les côtes franques. Les pertes continuent de s'accumuler. En 862, après 3 ans d'absence, Björn Côte-de-Fer franchit à nouveau le détroit de Gibraltar et remonte vers le nord. De la flotte glorieuse qui avait quitté la Loire, il ne reste qu'une poignée de navires battus par les tempêtes et les combats. Beaucoup de guerriers qui avaient embarqué avec lui ne reverront jamais la Scandinavie. Leurs os reposent au fond de la Méditerranée, où leurs cendres ont été dispersées sur les champs de bataille d'Espagne, d'Afrique du Nord, de France et d'Italie. Pourtant, Björn revient vivant. Il revient avec assez de butin pour que l'expédition ne soit pas considérée comme un échec total. Il revient surtout avec une expérience unique, avec des histoires que personne d'autre en Scandinavie ne peut raconter. Il a vu la Méditerranée, il a combattu les Maures, il a pris des villes italiennes, il a trompé un évêque chrétien avec une ruse digne des plus grands héros des sagas. Les chroniques se séparent sur ce qui se passe ensuite. Certaines sources suggèrent que Björn participe à la vengeance de ses frères contre le roi Hel de Northumbrie, qui a fait exécuter leur père Ragnar Lodbrok en le jetant dans une fosse aux serpents. D'autres affirment qu'il retourne directement en Suède pour revendiquer son héritage. Ce qui est certain, c'est qu'il devient roi d'Uppsala, fondant la dynastie de Munsö, qui régnera sur la Suède pendant plusieurs générations. Ses fils, Eric, Réfil et Aslakr, perpétueront la tradition familiale des expéditions et des raids. Eric lui succédera comme roi de Suède. Aslakr mènera des expéditions en Angleterre et deviendra jarl du Romsdaler en Norvège. La lignée de Björn Côte-de-Fer restera influente pendant des décennies, jouant un rôle majeur dans la politique scandinave du IXe siècle. L'expédition méditerranéenne de 859 à 862 reste l'une des entreprises vikings les plus audacieuses jamais menées. Elle démontre la capacité des guerriers nordiques à projeter leur puissance bien au-delà de leur zone traditionnelle de raid. Pénétrer en Méditerranée, affronter simultanément les forces musulmanes d'Espagne et les armées chrétiennes de France et d'Italie, établir une base hivernale en Camargue pendant plus d'1 an, tout cela nécessitait un niveau de planification, de logistique et de détermination extraordinaire. Les sources historiques contemporaines confirment l'essentiel de cette expédition. Les annales de Saint-Bertin mentionnent les Vikings en Camargue et dans la vallée du Rhône. Ibn Idari, chroniqueur arabe,
décrit en détail les raids sur les côtes ibériques et la bataille navale où plusieurs navires vikings furent capturés. Les chroniques italiennes parlent du sac de Pise et d'autres villes. Même la ruse de Luna, bien qu'embellie par la légende, trouve un écho dans les sources médiévales. Ce qui rend cette expédition encore plus remarquable, c'est qu'elle se déroule à une époque où la Méditerranée est fermement contrôlée par deux grandes puissances maritimes, les Byzantins à l'est et les musulmans à l'ouest. Les Vikings n'ont aucune connaissance précise de ces eaux, aucune carte fiable, aucune base d'appui établie. Ils doivent improviser constamment, s'adapter à des conditions de navigation différentes de celles de l'Atlantique Nord, affronter des ennemis utilisant des tactiques navales sophistiquées. Le coût humain de l'expédition est énorme. Sur les 62 navires, et probablement plus de 3000 hommes qui ont quitté la Loire en 859, seule une fraction revient en 862. Les pertes sont catastrophiques, bien supérieures à celles des raids vikings habituels en Angleterre ou en France. Les tempêtes méditerranéennes, les batailles navales contre les flottes musulmanes, les combats terrestres contre les garnisons franques et italiennes, tout cela a décimé les rangs des guerriers de Björn. Pourtant, malgré ces pertes, l'expédition n'est pas considérée comme un échec dans la tradition viking. Björn revient vivant et devient roi. Son surnom de Côte de Fer résonne dans toute la Scandinavie. Les histoires de ses exploits en Méditerranée se répandent, amplifiées et embellies par les skaldes qui les chantent dans les grandes salles des chefs vikings. La ruse de Luna devient un modèle que d'autres cherchent à reproduire. L'histoire de Björn Côte de Fer et de son expédition méditerranéenne nous enseigne plusieurs choses sur l'ère viking. D'abord, elle montre que ces guerriers du Nord n'étaient pas de simples barbares assoiffés de sang. Ils étaient capables de planification stratégique à long terme, de logistique complexe, de ruse et de diplomatie quand la situation l'exigeait. La prise de Luna par la tromperie plutôt que par l'assaut démontre une compréhension sophistiquée de la psychologie de l'ennemi. Ensuite, cette expédition illustre la portée géographique extraordinaire des Vikings au IXe siècle. En l'espace de 3 ans, Björn et ses hommes ont parcouru des milliers de kilomètres, de la France atlantique au Maroc, de l'Espagne musulmane à l'Italie chrétienne. Ils ont combattu dans des environnements radicalement différents, contre des ennemis utilisant des tactiques variées. Cette capacité d'adaptation est l'une des clés du succès viking pendant plus de 2 siècles. L'expédition révèle aussi les limites de la puissance viking. Les pertes énormes subies pendant le retour montrent que les guerriers du Nord n'étaient pas invincibles. Face à des flottes organisées et déterminées, particulièrement dans des eaux qu'ils ne connaissaient pas, les Vikings pouvaient être vaincus. Les tempêtes méditerranéennes, contre lesquelles aucune compétence martiale ne pouvait rien, ont causé plus de pertes que tous les combats réunis. La figure de Björn lui-même mérite attention. Fils d'un père légendaire, il aurait pu se contenter de vivre dans l'ombre de Ragnar Lodbrok. Au lieu de cela, il entreprend une expédition qui dépasse en ambition tout ce que son père avait accompli. Ragnar avait pillé des villes en Angleterre et en France, mais Björn traverse toute la Méditerranée occidentale. Cette quête de gloire personnelle, ce refus d'être simplement le fils d'eux, caractérise de nombreux chefs vikings de la seconde génération. Il faut reconnaître que l'histoire de Björn Côte de Fer mélange faits historiques et légendes. Les sagas islandaises écrites au XIIIe siècle, soit 4 siècles après les événements, ont embelli et dramatisé les récits. La Ragnars saga Lodbrokar et les Ragnarssona Tater présentent Björn comme un personnage presque surhumain, tandis que les chroniques contemporaines franques et arabes mentionnent simplement des raids vikings sans nécessairement nommer les chefs. L'association de Björn avec l'expédition méditerranéenne repose largement sur les écrits de Guillaume de Jumièges, qui écrivait en 1070, plus de 2 siècles après les faits. Guillaume nomme explicitement Björn et Hasting comme les chefs de l'expédition qui a pris Luna. Cette attribution tardive soulève des questions chez les historiens modernes. Est-il possible qu'un ou plusieurs chefs vikings différents aient mené ces raids et que la tradition ultérieure les ait combinés avec le personnage légendaire de Björn? Ce qui est indiscutable, c'est qu'une grande expédition viking a bien eu lieu en Méditerranée entre 859 et 862. Les sources contemporaines de différentes cultures, franques, arabes, italiennes, confirment la présence viking dans toutes ces régions pendant cette période. Les dates correspondent, les lieux correspondent, les actions décrites correspondent. Que le chef s'appelle Björn, Berno
comme l'écrivent certaines chroniques franques, ou un autre nom importe finalement moins que la réalité de l'expédition elle-même. La ruse de Luna pose également des questions. Des variantes similaires apparaissent dans d'autres récits vikings, notamment concernant Harald Hardrada un siècle plus tard. Certains historiens pensent qu'il s'agit d'un motif littéraire réutilisé, une sorte de cliché narratif des sagas nordiques. D'autres notent que les ruses impliquant la feinte de mort ou de conversion étaient effectivement utilisées par les Vikings et que plusieurs occurrences indépendantes sont possibles. L'archéologie n'a pas trouvé de preuve définitive d'une présence scandinave à Luna, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, particulièrement pour un événement ponctuel comme un raid. Aujourd'hui, Björn Côte de Fer connaît une seconde vie grâce à la série télévisée Vikings, où il est interprété par Alexander Ludwig. La série prend de grandes libertés avec l'histoire, faisant de Björn le fils de Lagertha plutôt que d'Aslaug, créant des conflits dramatiques avec son frère Ivar, qui n'ont probablement jamais existé, et ajoutant de nombreux éléments fictifs pour les besoins du scénario. Cependant, la série a eu le mérite de raviver l'intérêt pour l'histoire viking et pour des personnages comme Björn. Des milliers de personnes qui n'auraient jamais entendu parler du roi d'Uppsala du IXe siècle connaissent maintenant son nom et ses exploits, même dans une version romancée. Les touristes visitent les sites liés aux Vikings avec un intérêt renouvelé. Les historiens voient leurs ouvrages sur l'ère viking se vendre mieux qu'avant. Sur l'île de Mansö en Suède, un tumulus ancien est traditionnellement considéré comme la tombe de Björn Côte de Fer. Les archéologues qui l'ont fouillé au XIXe siècle n'ont trouvé aucune preuve définitive de son occupant, mais la tradition locale reste forte. Le site attire des visiteurs qui viennent rendre hommage au légendaire chef viking, fondateur de la dynastie qui a régné sur la Suède pendant des générations. Les circonstances exactes de la mort de Björn ne sont pas connues. Les sagas ne mentionnent pas comment ou quand il est mort, détail inhabituel pour un personnage aussi important. Cette absence d'information a permis à diverses légendes de se développer. Certaines racontent qu'il est mort paisiblement dans son lit, vieux roi respecté entouré de ses fils. D'autres suggèrent qu'il a péri au combat lors d'un dernier raid, fidèle jusqu'au bout à l'esprit guerrier viking. Ce qui est certain, c'est que Björn a vécu assez longtemps pour établir solidement sa dynastie. Ses fils ont hérité non seulement de ses terres, mais aussi de sa réputation. Erik Björnsson est devenu roi de Suède après lui, gouvernant depuis Uppsala comme son père avant lui. La lignée s'est maintenue pendant plusieurs générations, jouant un rôle central dans la politique scandinave du Xe siècle. L'impact de l'expédition méditerranéenne s'est fait sentir longtemps après le retour de Björn. Les Vikings ont compris qu'ils pouvaient atteindre des régions qu'ils croyaient auparavant inaccessibles. D'autres expéditions ont suivi, bien que plus petites et moins ambitieuses. Les routes commerciales entre la Scandinavie et la Méditerranée se sont développées, apportant de nouvelles marchandises et de nouvelles idées dans le nord. Les récits de l'expédition ont circulé dans toute la Scandinavie, inspirant de jeunes guerriers à entreprendre leur propre voyage. La génération qui a suivi celle de Björn a vu certains des raids vikings les plus audacieux, y compris la grande armée qui a envahi l'Angleterre en 865. Les fils de Ragnar, dont certains historiens pensent que Björn a participé à cette campagne, ont appliqué les leçons apprises lors des expéditions méditerranéennes à leur conquête des royaumes anglo-saxons. Plus de 1000 ans après sa mort, Björn Côte de Fer reste une figure qui capture l'imagination. Il incarne l'esprit d'aventure et de défi qui caractérisait l'ère viking. À une époque où la plupart des gens ne voyageaient jamais à plus de quelques kilomètres de leur lieu de naissance, Björn et ses guerriers ont parcouru la moitié de l'Europe connue, affrontant des cultures et des ennemis radicalement différents. Son expédition méditerranéenne représente l'apogée de l'expansion viking vers le sud. Aucune autre flotte nordique ne pénétrera aussi profondément en Méditerranée avant plusieurs décennies. Les raids ultérieurs seront généralement plus limités en portée et en ambition. En ce sens, l'expédition de 859 à 862 marque un sommet qui ne sera jamais vraiment égalé. L'histoire de Björn nous rappelle aussi que la réussite se mesure de différentes manières. D'un point de vue purement matériel, l'expédition fut un désastre. 2/3 des navires perdus, des centaines d'hommes morts, une grande partie du butin coulé avec les navires ou capturé par les ennemis. Mais dans la culture viking, ce qui comptait, c'était la gloire, le courage, les histoires qui seraient racontées dans les grandes salles. Et de ce point de vue,
Björn a réussi au-delà de toute mesure. Les Skalds ont chanté ses exploits pendant des générations. Les sagas l'ont transformé en personnage légendaire. Les chroniqueurs chrétiens et musulmans ont noté ses raids avec un mélange d'horreur et d'admiration. Même les ennemis de Björn reconnaissaient qu'ils avaient affronté un adversaire exceptionnel. L'évêque de Luna, dans sa dernière erreur de jugement, a ouvert ses portes à un homme qui est entré dans l'histoire. Björn Côte de Fer représente l'essence même de l'ère viking. Ambition démesurée, courage face à l'inconnu, capacité à s'adapter et à survivre dans des conditions extrêmes et une soif de gloire qui transcende la simple recherche de richesse. Son voyage en Méditerranée n'était pas seulement un raid de pillage, c'était une déclaration. Aucune mer n'est trop lointaine, aucune ville trop fortifiée, aucun ennemi trop puissant pour arrêter un chef viking déterminé. Les pertes terribles subies pendant l'expédition n'ont pas diminué sa réputation. Au contraire, le fait qu'il soit revenu vivant après tant d'épreuves a renforcé son statut légendaire. Dans une culture qui valorisait le courage et la ténacité plus que la prudence, survivre à une expédition où 2/3 des participants ont péri faisait de lui un héros d'autant plus grand. L'image de Björn debout à la proue de son drakkar, regardant les colonnes d'Hercule se dresser devant lui alors qu'il s'apprête à pénétrer en territoire inconnu, résume parfaitement l'esprit d'une époque. Les Vikings du IXe siècle ne connaissaient pas de limites. Pour eux, le monde entier était un terrain de chasse, et chaque horizon promettait de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Aujourd'hui, quand les historiens étudient les raids vikings en Méditerranée, quand les archéologues fouillent les sites touchés par ces expéditions, quand les écrivains imaginent la vie de ces guerriers du Nord, c'est souvent à travers le prisme de l'expédition de Björn. Elle est devenue l'archétype du raid viking au long cours, le modèle contre lequel toutes les autres expéditions sont mesurées. Le surnom de Côte de Fer n'a jamais été aussi mérité. Il a fallu avoir des côtes de fer pour survivre à 3 ans de combats incessants, aux tempêtes méditerranéennes, aux embuscades des flottes musulmanes et au long voyage de retour avec une flotte décimée. Björn a prouvé que son surnom n'était pas qu'une vantardise de jeunesse, mais une description précise de sa résilience extraordinaire. L'héritage de cette expédition dépasse largement la personne de Björn. Elle a montré aux Vikings que le monde était plus grand et plus accessible qu'ils ne le pensaient. Elle a établi des contacts, même violents, entre la Scandinavie et la Méditerranée qui auront des conséquences durables. Elle a inspiré d'autres chefs à repousser les limites du possible. Et elle a donné naissance à des légendes qui continuent de nous captiver plus d'un millénaire plus tard. Quand on regarde la carte de l'expédition de Björn, de la France atlantique au Maroc, de l'Espagne à l'Italie, avec ce camp hivernal en Camargue qui servait de base pour terroriser la vallée du Rhône, on ne peut qu'être impressionné par l'ampleur de l'entreprise. C'était une opération militaire d'une complexité et d'une portée remarquables pour l'époque, menée avec des moyens limités, mais une détermination sans faille. Björn Côte de Fer a fait ce qu'aucun chef viking avant lui n'avait accompli. Il a fait le tour de la Méditerranée occidentale, et il a survécu pour le raconter. Cette simple phrase résume une odyssée qui a duré 3 ans, coûté des centaines de vies et changé à jamais la perception que les Vikings avaient du monde qui s'étendait au-delà de leur mer familière. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de vivre dans l'ombre de son père légendaire, qui a entrepris une quête impossible, qui a perdu la majorité de ses hommes et de ses navires, mais qui est rentré chez lui en héros et en roi. Dans les grandes salles de Scandinavie, les Skalds chantaient ses exploits. Dans les monastères chrétiens, les moines notaient avec effroi les ravages qu'il avait causés. Dans les cours musulmanes, les chroniqueurs décrivaient les batailles contre ces féroces guerriers du Nord. Et dans la mémoire collective de l'humanité, Björn Côte de Fer est entré comme l'incarnation parfaite du viking, audacieux, implacable et immortel dans la légende.